Previously. Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, NCIS, deuxième partie. Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Alors, vous avez vu un peu le chaos provoqué par le retour de Ziva dans NCIS? Non? Le début était la semaine dernière sur M6, et ça donnait ça. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah ouais, ça a des fourrailles. La semaine dernière, dans Previously, on a exploré ce qui faisait de NCIS une série à part. D'une étonnante longévité, on en est presque à 17 saisons, et aux personnages extrêmement attachants, ce qui est rare pour une série qui, à la base, quand même, est une série policière. On a donné la parole à Gibbs, alias Mark Harmon, et surtout à Michael Weatherly, et à côté de Pablo, alias le duo Tiva, Ziva et Dinozo. Je pense qu'on forme une bonne équipe et qu'il y a une bonne alchimie. Je pense qu'on se permet de rire et c'est une bonne chose, car les gens aiment nous voir rire. On passe réellement un bon moment à s'amuser. On ne connaît pas toujours notre texte, mais on s'amuse beaucoup. Alors aujourd'hui dans Previously, nous allons revenir aux origines du NCIS, à la préhistoire de la série. Nous allons explorer ses coulisses et ses batailles légales où tous les coups sont permis. Mais alors vraiment, tous les coups. Et je vais tout vous dire sur les foufs. Oui, les foufs. Et on va entendre d'autres voix, d'autres témoignages sur la série. En 2010, nous avons pu rencontrer Paulé Perrette. Si on l'a vu dans pas mal de séries, de Murder One au Drew Carey Show, c'est vraiment avec le rôle de l'excentrique Abby, avec sa tenue et son style gothique très particulier, qu'elle a explosé littéralement dans la série. J'ai lu une interview de vous où vous disiez qu'au tout début, Donald Bellisario vous a seulement dit à propos de votre personnage qu'elle était accro au café, avec des cheveux noirs et très intelligente. Yes. Ça vous a suffi pour interpréter le personnage? Oui, elle était bourrée de caféine, extrêmement intelligente et tatouée. Et hors norme. Et je me souviens du premier script. On y disait qu'elle portait un t-shirt Stiff Record, et ça c'est un label de musique punk rock, et ça c'est très fort. Donc oui, le café, l'intelligence, c'était les bases, et le tatouage. That was sort of the crux of it, and tattooed. But I had interviewed Dawn. Mais j'avais discuté avec Don, car on me demandait souvent les origines du personnage, et donc je lui en ai parlé. J'ai énormément de respect pour lui, et je l'adore, et je lui suis redevable jour après jour pour la façon dont mon personnage lui est venu à l'esprit. Un personnage qui est maintenant apprécié dans le monde entier, et j'ai l'incroyable honneur de l'interpréter. Donc je lui ai demandé, et il m'a dit qu'avec Magnum, il avait créé un personnage car il pensait que les vétérans du Vietnam n'étaient pas représentés correctement dans les médias. Qu'on les montrait toujours de façon stéréotypée et que lui voulait les montrer comme des gens équilibrés pour qui tout allait bien. Alors avec Abby, quand je lui ai demandé pourquoi ce personnage, il est revenu à Magnum, qui aime jouer avec les stéréotypes et les retourner. Il y a des jeunes enfants qui ont un sens artistique et qui sont injustement représentés comme des junkies, des voleurs, des drogués. Oui, et c'est pas juste. Et donc il a voulu créer un personnage qui serait l'exact opposé de cette description. Plus intelligente que tous les gens de la planète, très concentrée et capable de faire le boulot de 25 personnes pour que ça fasse réfléchir les gens. Et c'est exactement ce qui s'est produit. J'ai des spectateurs un peu plus âgés, très émus, qui me disent que
Vous savez, je comprends mieux mon petit-fils maintenant. Ils font la connexion avec Abby et ce n'est plus aussi effrayant pour eux d'être un peu artistes, alternatives. Ça vous donne d'autres points de vue. Et c'est un honneur pour moi de faire partie de cela. Et il y a aussi l'incroyable influence qu'a Abby sur les jeunes filles. Incroyable. Le retour que j'ai vous rend très humble, car c'est étonnant d'être une inspiration pour ces jeunes filles qui vont faire des maths et des sciences et pensent un jour partir à la conquête du monde. Racontez-nous avec qui vous vous entendez le mieux sur le tournage. Avec Michael Weatherly, avec Mark Hamill? On est tous très proches. On a vraiment des relations si spéciales entre nous. Chacun est bien et a de relations formidables, toutes différentes les unes des autres. Michael et moi, on est comme des frères et sœurs. On est proches, on se comprend. Et même dans d'autres domaines, nous sommes musiciens. L'un et l'autre, on a passé tellement de temps ensemble durant les 2 premières saisons. On vivait dans le même immeuble et on était toujours ensemble. Et aussi, au début de la série, on avait un passé de comédien comique. On avait donc décidé de rendre la série aussi marrante que possible, même si c'est une série dramatique. On a une incroyable connexion en tant qu'artiste et en tant qu'acteur. Je chéris chacune de mes amitiés avec chacun des acteurs. Polly Perrette est restée 15 saisons dans la série jusqu'en 2017. C'est l'actrice Diona Risonover qui prend sa suite dans le rôle de l'analyste Cassie Hines. Polly a révélé peu après que son départ avait été aussi causé par plusieurs assauts physiques qu'elle avait dû subir sans autre précision. Elle vient tout récemment de revenir à l'écran dans la sitcom Broke, où elle doit héberger sa sœur et son mari ruinés. Et enfin, la dernière voix qui peut témoigner de la spécificité de la série, c'est celle de son producteur, son showrunner, Gary Glassberg, qui se remémorait pour moi la spécificité de la série alors qu'on en célébrait les 10 ans et le 200e épisode. C'était donc au MIP, au marché international des programmes TV, en 2012. Des épisodes amusants, des épisodes dramatiques. C'est ça le secret de NCIS pour avoir un mélange entre les experts et une comédie. Ce mélange unique de comédie et de drame, de pathos et de suspense, c'est ça qui rend NCIS spécial. Ce ne sont pas toutes les séries qui peuvent accoler un moment comique avec une autopsie. Et moi, je peux faire ça. En grande partie parce que j'ai cette distribution absolument extraordinaire qui peut sortir les choses. En particulier Michael Weatherly. Il sera drôle un moment, puis ira sur une scène du crime avec un cadavre, et cela 30 secondes après. Et ça se fera sans à-coups. C'est unique. C'est quelque chose que l'on peut faire et qui explique en partie notre succès. Ce n'est pas tout à fait comme ça au commencement, quand Donald Belisario a pensé à la série en tant que spin-off de Jag. C'était beaucoup plus orienté sur l'armée. C'était en fait les experts parmi les militaires. Hein. Ça a évolué à cause des acteurs et en partie à cause de l'humour de Michael Weatherly. Parce que je l'ai rencontré plusieurs fois, il donne l'impression de trouver de la comédie, même dans des scripts qui n'ont pas de partie comique. C'est à cause des comédiens que la série a évolué? Don Belisario m'a fait un cadeau. Celui d'avoir une série télé, d'avoir ses fondations et ses couches que je peux peler, approfondir les personnages, les faire grandir et évoluer.
Et c'est vraiment ce qui s'est passé. En plus d'avoir une distribution magnifique et une équipe de gens géniaux avec qui je travaille quotidiennement. Nous avons découvert qui sont ces gens. Nous pouvons aussi voir leur côté plus léger et leur face plus sombre. Et en 10 saisons, nous avons pu peler cet oignon. Comprendre ce qui était dans les coins et recoins de ce qui rend Leroy Jethro Gibbs spécial. Est-ce que ce qui rend Tony DiNozzo spécial? Et rencontrer leurs parents et leurs familles. Et ça n'arrivait pas très souvent quand la série a démarré. Mais maintenant, les spectateurs veulent connaître mieux ces personnages et être capables de passer du temps avec eux et d'apporter aux fans des détails sur les personnages tout en racontant une enquête criminelle de 42 minutes. Mais vous pensez que cette évolution s'est produite comme une progression normale au fil des saisons? Ou que c'est lié au changement de responsables, de gens, d'acteurs? Que les choses n'étaient plus les mêmes et que de nouvelles visions sont arrivées? Je pense que c'est un fait indiscutable. Don a lancé la série, Shane Brennan l'a produite ensuite, et maintenant c'est moi. Nous avons tous les idées et des directions différentes où nous aimerions entraîner la série. J'aime à penser que, à la fin, tout a bien marché tout ensemble et qu'il s'agit plus d'un courant où les choses ont progressé. Mais j'ai beaucoup de plaisir à faire connaître de plus en plus ces personnages. Out of getting to know these characters more and more, and if I can get into their hearts. Et si je peux entrer un peu mieux dans leur cœur et dans leur tête, c'est quelque chose qui me convient. Et j'espère que cela donnera aux fans un peu plus de profondeur. Gary Glassberg est décédé en 2016, alors qu'il était à la fois le showrunner de NCIS et de sa version NCIS Nouvelle-Orléans. Enfin, si tous ces témoignages démontrent et prouvent une alchimie unique et une entente entre tous les membres de l'équipe, il existe cependant une face sombre de la série, un aspect moins glorieux, mais qui prend sa source en coulisses et dans des bagarres juridiques similaires à celles qui règnent au sein de The Walking Dead, et que je vous avais d'ailleurs retracé dans le Previously consacré à cette série. Et cela remonte aux origines de la série, et même un peu avant. Comme Paulet et Gary viennent de vous le dire, le créateur de la série, c'est Donald Bellisario. Don Bellisario, un illustre monsieur qui a écrit et produit de nombreuses séries, de Galactica aux têtes brûlées, et qui a créé des mythes comme Code Quantum, Supercopter et Magnum. Je vous conseille d'ailleurs d'écouter le Previously consacré à Magnum pour entendre un peu plus en détail la vision du monsieur. En 1995, Donald Bellisario crée et lance sur NBC la série JAG, une série judiciaire qui se déroule dans le cadre de l'armée. Le JAG du titre étant un juge-avocat général, J-A-G. Et il peut instruire et défendre des crimes qui ont lieu sous la juridiction de la Navy ou de la Marine. Le JAG, dans la série, a pour prénom Arm et est incarné par un très droit et très monolithique David James Elliott. La série continue dans la droite ligne des passions de Bellisario pour tout ce qui est armée et code militaire. Écoutez ce qu'il nous en disait en 1996. Je ne sais jamais ce que je vais faire, jusqu'à ce que je m'asseye et que je commence à écrire. Quand j'ai écrit JAG, ce qui est la dernière chose que j'ai faite, je suis littéralement allé à mon bureau, je me suis assis devant l'ordinateur, je me suis demandé qu'est-ce que je vais faire. J'ai commencé à écrire. Je n'ai pas l'idée d'un personnage, ni celle d'une histoire, je m'assois et je commence à écrire. Quelqu'un, une muse, s'approche peut-être de moi et me dit « fais ça ». Et les personnages prennent vie sur la page. C'est pour ça que j'aime écrire. J'adore écrire à propos de tout et de n'importe quoi, parce que je ne sais jamais ce qui va en ressortir. Je ne connais jamais la fin de ce que j'écris. De nombreuses fois, je ne connais même pas la fin de l'histoire jusqu'à ce que j'arrive aux 2 dernières pages et que je les écrive.
Donc ça continue à me plaire, même si ça rend l'écriture difficile, puisque je vais parfois dans la mauvaise direction et que je dois faire marche arrière pour écrire dans la bonne direction. Mais c'est la seule manière dont je sais fonctionner. Les similitudes entre tous mes héros sont assez étranges. Le personnage principal de Jack, David James Elliott, fait 1m95. Exactement comme Tom Selleck. Il a le même âge que Tom avait au moment du pilote de Magnum. Ils ont le même style d'humour. Ils ont un peu le même genre, la même présentation. Mais la série est complètement différente. C'est à propos des avocats du JAG dans la Navy. C'est un ancien pilote. Et le seul point commun, c'est que son père aussi, comme celui de Magnum, est un pilote de la Navy qui a été abattu au Vietnam. Il est aussi attaché à son père, tout comme les Magnum. Bon, à part ça, ils ne sont pas vraiment semblables. Hein. Ils vont chacun dans leur propre direction. Ce sont des séries très différentes. Il n'y a pas de personnage comme Higgins, il n'y a pas d'antagoniste dans Jag. C'est une série très orientée vers l'action. Il se passe beaucoup de choses en mer, il y a beaucoup de scènes au sein de la Navy. Cette série met en avant le dévouement, l'honneur, l'amour qu'ont les militaires pour l'armée. La série a été diffusée pendant 1 an sur NBC et maintenant, on passe sur CBS, qui est l'ancien diffuseur de Magnum. Ah oui, en effet, vous avez bien entendu. Après une saison sur NBC, le network décide d'annuler la série Jag parce que son public est un petit peu plus âgé que ceux qui, sur la chaîne, regardent des sitcoms comme Seinfeld ou des séries comme Urgence. CBS, par contre, qui a un profil un petit peu plus âgé et plus familial, dit banco. Et à ce jour, NBC s'en mord encore les doigts et vous allez comprendre pourquoi. Tout d'abord, sur CBS, la série perdurera jusqu'en 2005. Elle totalise donc 10 saisons, avec quelquefois des audiences dépassant 14 millions de spectateurs. Hein ? Prends ça dans ta tronche, NBC. Mais ensuite, NBC doit regretter l'annulation parce que c'est Jag qui a permis la création de NCIS. En effet, la série a été conçue au sein de Jag comme un backdoor pilote. C'est-à-dire un pilote qui est en fait un épisode traditionnel d'une série, mais qui développe de nouveaux personnages et une nouvelle situation, pouvant donner lieu à leur propre série. C'est en effet dans un double épisode de la saison 8 de Jag, Ice Queen et Meltdown, qu'apparaissent Gibbs, Dinozo, Abby, Ducky et aussi Viviane Blackadder, interprétée par Robin Lively, de la série Savannah, qui ne sera pas reprise ensuite dans la série. La pauvre actrice n'avait pas été confirmée dans le rôle que la veille au soir du premier jour de tournage. Elle n'avait donc pas eu l'opportunité de préparer et de rentrer dans son personnage. Pourquoi donc faire ainsi un double épisode de Jag et pas un pilote en tant que tel ? Dans son interview en 2006, Michael Weatherly nous donnait les vraies raisons, des raisons purement économiques. L'idée de base, c'est que Don voulait inventer une nouvelle série et je pense qu'il n'a pas pu avoir le budget pour faire un pilote de NCIS. Il a donc dû en faire un double épisode de sa série Jag. C'était assez marrant parce que quand on l'a fait, on n'avait pas la tenue militaire. On n'a pas tout ça. Nous sommes censés être des agents fédéraux et on porte de simples blousons pour faire notre travail. Et moi, j'étais déjà avec les cheveux en bataille et la chemise mal boutonnée. Et tout qui plisse quand je m'assois. Ce n'était pas du tout l'attitude militaire, au garde à vous, en permanence, où chacun est absolument parfait. Jag, c'était ça. Très guindé, très ennuyeux, un carré dans un autre carré. De la vanille par-dessus de la vanille. Pour moi, NCIS, c'est plutôt de la fraise avec de la noix de coco et un peu de chocolat dans un coin. Et ça fait que quand il y a de la vanille dans NCIS, on est presque heureux parce que ça fait quelque chose qui n'est pas trop décalé. Ah ben voilà donc,
faire un backdoor pilote, c'est produire avec le budget habituel de l'épisode de la semaine de votre série. On est donc dans un spin-off de convenance, et pas dans une vraie série dérivée qui part d'un personnage existant déjà dans une série pour lui donner la sienne. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est Donald Bellisario lui-même qui le raconte dans une interview qu'il donna au lancement de NCIS pour le magazine Entertainment Weekly. Ce n'est pas vraiment un spin-off, mais une série totalement dissociée de Jag, disait-il. Un spin-off, c'est quand on prend le personnage d'une série pour en faire une autre, ou qu'on duplique une série en changeant le lieu, comme avec les Experts Miami. Là, c'est très éloigné de Jag. C'est filmé différemment, c'est écrit autrement. Les gens qui n'aiment pas Jag doivent donner sa chance à NCIS. Ça, c'est lui qui le dit. Et comme la suite de vous le démontrer, il aurait mieux fait de se taire. À cette époque, les Experts étaient déjà devenus un carton absolument gigantesque, ce qui avait déjà entraîné le lancement de la version dérivée Les Experts Miami. Et le genre police scientifique devenait un genre majeur. Donc, pas étonnant que CBS, qui diffusait Les Experts et qui diffusait Jag, se soit aussi retourné vers Donald Bellisario pour savoir s'il n'avait pas dans ses cartons une idée du même genre. Il créa donc Navy CIS, qui devint Naval CIS, qui devint donc Navy NCIS pendant toute sa première saison, même si le N de NCIS a pour signification Navy, et c'est donc redondant avec l'acronyme NCIS qui, je vous le rappelle, veut dire Naval Criminal Investigative Service. Le véritable NCIS, parce qu'il existe bel et bien, compte 2300 employés et est déployé sur 140 territoires, une sorte de service des affaires internes pour l'armée américaine. Bellisario raconte aussi qu'il se bagarrait bec et ongle avec CBS pour abandonner le Navy du titre et donc abandonner le rapprochement avec Jag et son militarisme ambiant. Mais rajouter Navy permettait de dissimuler le rapprochement évident d'avec les Experts. En effet, comme vous le savez sans doute, les Experts, aux États-Unis, en VO, c'est CSI. CSI. Et là, on a exactement les mêmes lettres, mais pas dans le même ordre. C'est vraiment un anagramme, quoi. À tel point que dès le début, dans les interviews qu'il donne, même Bellisario s'en mêle un peu les pinceaux et parle de Navy CSI. Non, c'est pas CSI. C'est CSI uniquement si vous êtes dyslexique, disait-il. Ce n'est ni JAG, ni NCSI. Enfin, je veux dire CSI. Oups. À la rentrée 2005, après 2 saisons, NCIS, maintenant avec son titre définitif, devient un hit, avec près de 17 700 000 spectateurs en début de saison 3. C'est le succès qui est passé sous le radar de tout le monde, confiait Lee Moonves, le directeur des programmes de la CBS. En avril 2007, Donald Bellisario devient persona non grata sur sa propre série. Confronté à la menace d'un départ de Mark Harmon s'il reste showrunner de la série, Bellisario est accusé de micromanager la série de façon carrément chaotique, d'envoyer des pages de dialogue extrêmement tard, et il doit s'éclipser, tout simplement parce qu'on ne peut pas se passer de celui qui est devant la caméra. Par contre, on peut très bien se passer de lui. En 2009, NCIS donne donc lieu à une série dérivée, un spin-off du spin-off. NCIS Los Angeles, sur une division du NCIS dédiée à l'antiterrorisme, l'OPS, et qui repose surtout sur un duo d'agents dans le plus pur style buddy-buddy movie. Callen et Anna, interprétés par Chris O'Donnell et LL Cool J. Sauf que NCIS Los Angeles a été officiellement créé par Shane Brennan, le scénariste et showrunner de NCIS quand Bellisario a dû démissionner de son poste. Vous me suivez. Et donc pas par Bellisario, qui, je vous le rappelle quand même, a créé JAG et NCIS. Bon, ça limite, pourquoi pas, c'est une histoire de contrat. Mais le 28 avril 2011, alors que la 8e saison de la série s'achève à l'antenne, Bellisario dépose une plainte auprès de la Cour supérieure de Los Angeles contre CBS Studios. Bellisario leur reproche de ne pas lui avoir donné ce qui, contractuellement, lui revient de droit, être associé à la création de cette série dérivée et donc à ses profits. Les avocats de Bellisario déclarent qu'il est en droit de réclamer une compensation pour ce qu'ils jugent comme étant à la fois un séquel et une série dérivée, à la fois de JAG et de NCIS. C'est aussi un droit qui lui a été donné par contrat quand NCIS a été créé. La compensation réclamée devrait se chiffrer en millions de dollars. Bon, CBS, bien sûr, est très farouchement opposé à ce procès et déclare que NCIS n'est pas du tout une série dérivée de JAG, mais c'est une série dérivée de NCIS. Et là, le contrat de Bellisario ne spécifiait rien du tout.
Et déjà, souvenez-vous, Belisario disait lui-même dans les interviews de l'époque que NCIS n'était pas vraiment une série dérivée de JAG, puisque les personnages ne s'y étaient pas développés, mais s'étaient servis de la série pour produire leur épisode pilote. Je vous dis, il aurait mieux fait de se taire. Mais en fait, si je vous parle de face sombre, ce n'est même pas pour la cause de ce procès ou pour son bien fondé, spin-off ou pas spin-off, mais pour ce qu'il a déclenché. Là, on va arrêter la musique. Et je vais vous demander de vous asseoir si vous êtes en train de faire quelque chose, parce que je vous préviens, ça va être assez écœurant. La dispute légale va prendre carrément un virage macabre. Le 21 novembre 2012, 2 mois avant que Belisario ne soit censé lancer son procès contre la CBS pour les revenus donc de NCIS Los Angeles, son statut médical est publiquement révélé. Belisario, à 77 ans, souffre d'hydroencéphalite, une condition que l'on peut traduire par de l'eau dans le cerveau, et cette condition entraîne des pertes de mémoire et une forte désorientation. Alors que la situation est révélée par Belisario lui-même, dans le but de hâter la procédure, CBS décide maintenant que soit rendue publique l'intégralité de son dossier médical et veut faire produire ses médecins à la barre. Depuis quand Belisario souffre-t-il de ce problème au cerveau ? Aurait-il été en capacité d'être le showrunner de NCIS Los Angeles, comme il dit en avoir le droit contractuel ? Sa maladie ne n'empêche-t-elle pas de remplir une telle fonction ? Et je vous avais prévenu, hein, c'est carrément odieux, on est dans un procès, tous les coups sont permis. Donald Belisario a alors produit le témoignage de son propre médecin qui venait de procéder à une opération chirurgicale dans le but de gérer ce problème. Mais cela n'a pas suffi. CBS a réclamé le dossier médical entier, complet, permettant d'étudier les capacités du plaignant dans le but d'y trouver d'autres preuves que, même si Belisario était contractuellement tenu à showrunner de NCIS Los Angeles, de toute façon, il n'aurait pas été en capacité d'avoir ce rôle. D'autres preuves, c'est-à-dire d'autres problèmes médicaux en plus de l'hydroencéphalite. L'avocat de Belisario s'est emporté. Il a accusé CBS de vouloir harasser et intimider son client en étalant sur la place publique l'intégralité de son dossier médical. Alors que le procès approche, CBS demande à ce que ne soient pas évoqués les bénéfices que eux font avec NCIS Los Angeles et JAG. Mais par contre, CBS désire que soient donnés les détails sur les sommes que Belisario a déjà perçues sur ses 2 premières séries et qui s'élève à plus de 116 millions de dollars. Bah oui, évidemment. Hein. De plus, CBS insiste pour que le potentiel nouveau projet de série dérivée de NCIS ne soit pas inclus comme argument dans le procès. Bah voyons, tout ça est très clair. Le 18 janvier 2013, alors que le procès doit se tenir et que l'intégralité du dossier médical de Belisario doit être révélée, étudiée, disséquée avec des médecins et chirurgiens appelés à témoigner, un accord de dernière minute est trouvé. Le procès n'aura pas lieu. La teneur de l'accord entre Donald Belisario et CBS n'a pas été révélée. En 2013, NCIS Los Angeles va héberger le pilote d'une nouvelle déclinaison, NCIS Red, avec Miguel Ferrer, Kim Raver, John Corbett et Scott Grimes. Mais à surprise générale, le double épisode restera sans suite. La série NCIS Red ne verra pas le jour. Et pour sa 10e saison, NCIS se permet d'augmenter son audience de 10% en un an, d'atteindre quelques 21 500 000 spectateurs quand on inclut le visionnage en replay. À la rentrée 2014 démarre une 3e version de NCIS qui, elle, se déroule à la Nouvelle-Orléans, avec Scott Bakula dans le rôle principal. Scott Bakula, qui fut la star de Code Quantum, une série du producteur Don Belisario. Tout est lié. Le 15 mars 2016, la série a atteint son 300e épisode, juste avant que Michael Weatherly ne la quitte à la fin de la saison 13. En ce début de saison 14, de nouveaux agents apparaissent, interprétés par Wilmer Valderrama de That 70 Show, le Britannique Clayton Reeves et Jennifer Esposito de Blue Bloods, qui fut ensuite remplacé par Mario Bello. NCIS reste cependant la série qui a réuni 47 millions de spectateurs sur 6 continents. S'il vous prend l'envie de revoir des épisodes des saisons précédentes, vous pourrez découvrir dans certains de ces épisodes, par exemple en saison 4, Kunal Nayyar, future vedette de Big Bang Theory. Dans la saison 6, Eric Stonestreet de Modern Family et Patrick G. Adams de Suits. Et Michelle Obama, excusez du peu, a même fait une apparition dans la série. Récemment, Donald Belisario, toujours très classe, a fait un don de 30 millions de dollars à l'université où il a été éduqué, le Penn State, la 5e plus grosse donation jamais reçue par cette université. Enfin, pour terminer sur une note moins glauque que le dossier médical de Donald Belisario, je voulais vous parler des foufs. Ouais, les foufs. De ça, quoi.
Vous ne pouvez pas ne pas les avoir remarqués. Ils arrivent dans les épisodes, grosso modo, toutes les 12 minutes. C'est Ziva. Ah, là, vous avez entendu le fouf? Elle est vivante. Bon, et juste après, il y en a un autre. Sur des images noir et blanc qui n'ont rien à voir avec la suite immédiate de l'histoire, d'ailleurs. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un gimmick, d'une ponctuation amusante pour séparer les chapitres d'un même épisode. Chaque chapitre se termine par un fouf et commence par un autre fouf qui montre les dernières images du suivant. Vous n'êtes pas censé ignorer que, sur les chaînes de télévision privées aux États-Unis, les grands networks gratuits comme NBC ou CBS, la seule ressource, c'est la publicité. Et que celle-ci ponctue les programmes en gros tous les quarts d'heure. Les créateurs et les scénaristes le savent parfaitement, ils écrivent leur script en actes, en chapitres, chacun d'entre eux étant délimité par une coupure publicitaire de quelques minutes. Un peu comme le chapitre d'un livre, quoi. Pour la majorité des séries, ces coupures sont de simples fondus au noir. Mais quelques séries jouent le jeu, ponctuent ces fins de chapitres, ces actes, ou même les débuts de chapitres par un petit gimmick spécifique. Ce sont des images gelées qui deviennent des dessins dans Les Mystères de l'Ouest, par exemple, ou l'horloge qui égrène les secondes qui s'écoulent dans un épisode de 24 heures chrono. Ben voilà, NCIS, lui, il fait pareil, avec son fouf, qui montre au début et à la fin de chaque acte quelle en sera la dernière image. La série n'est pas prête de s'arrêter, les acteurs vont continuer d'évoluer, NCIS continuera sans doute d'être encore longtemps la série numéro 1. Fouf. La semaine prochaine, je vous propose de rejoindre Danny Wagg et Lord Brett Sinclair. Carrément, on décryptera les origines et la courte vie d'Amicalement Vôtre. Ce podcast est à écouter sur les plateformes Deezer, Podcast Addict et Apple.